Je me souviendrai toute ma vie du deuxième but de Mbappé, que je me lève, que j'ai l'impression physiquement, je le dis souvent, enfin, je quitte mon corps pendant 5 secondes, je redescends dans mon corps ensuite, donc je ne sais pas ce que j'ai dit pendant 5 secondes. Je pense que j'ai dû dire exceptionnel. Hein. Ça s'apprenait pas, ça s'apprend pas non plus toujours, le commentaire, c'est vraiment quelque chose d'empirique. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Quel accueil! Bonjour. Quel accueil! Bonjour! Alors tu peux ouvrir la caisse et il y a un premier objet, une première surprise. On passe de ça à ça et à la caisse qui est encore plus vieille. C'est sympa ce coin. Oula. Alors, tu es fan de Liverpool. Quel regard portes-tu sur les commentateurs supporters, en sachant que toi c'est un rôle un peu particulier et que là sur la chaîne TF1, on va moins t'en vouloir probablement d'être supporter des Bleus. Quel regard je porte? On peut avoir à peu près 2 personnalités, il faut s'adapter au match qu'on commente. Quand on commente un match pour une chaîne généraliste ou à péage entre 2 équipes françaises, on ne doit rien entendre. Pour moi, ça ne doit pas passer une seule seconde dans l'émotion ou pas de la voix d'un commentateur. L'école Canal interdit ça. Et moi, je fais partie de cette école-là. Après, quand on commente un match d'une équipe française en Ligue des Champions contre un club étranger ou l'équipe de France, tout le monde nous reprocherait de ne pas avoir un peu d'empathie pour le représentant français ou les Bleus dans ce match-là. Après, le curseur, il peut évoluer d'un commentateur à l'autre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de commentateurs, même quand ils commentent le Paris Saint-Germain avec des champions ou l'équipe de France en Coupe du Monde, qui me paraissent être trop chauvins ou trop nationalistes. On est là. Le regard, il va là? Ouais, exactement. Celle-là? Ouais, et tu peux mettre play. Oh mon Dieu. Cet homme est... Alors Mon Greg. Au-delà de l'ESJ et des soirées de Ligue des Champions que tu fais commenter aux étudiants, j'avais une question, je l'espère, frappée du sceau du bon sens, que les étudiants se posent, que le monde se pose. Pourquoi ce choix un peu bizarre, un peu saugrenu, d'avoir été faire ton Erasmus à Liverpool? Voilà. Je vois le fan. C'était un des premiers Erasmus, je crois peut-être la première année au niveau européen que ça existait. En 89, j'étais à la fac à Lyon. Et il y en avait 2 à Portsmouth, je crois. Genre petite ville balnéaire, riche et sympa du sud de l'Angleterre. Et 2 à Liverpool. Et tout de suite, Portsmouth, tout le monde s'est battu pour. Et finalement, il restait Liverpool. Et au début, je me suis dit, waouh, ça va être chaud parce que la réputation de Liverpool en 89, comment vous dire? Vous n'étiez pas né, mais je sais pas, entre le taux de chômage, les problèmes avec le Liverpool Football Club, après le Heysel, juste après Hillsborough. C'était quelques mois après Hillsborough. Bref, l'image de Liverpool, c'était Détroit plus Chicago plus Medellín. En Europe. Donc on voulait pas trop y aller, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis retrouvé là, et j'ai passé la plus belle année de ma vie. Voilà. Je suis arrivé le 1er juin, et pour la première fois dans l'histoire de la télé française, tout un service, tout le monde. Ils étaient plusieurs dizaines déjà, même si c'était pas encore un très grand service des sports. Ils partaient à Barcelone pour faire les Jeux 24h/24. C'était la première fois aussi qu'une chaîne française faisait ça. Et donc, chance pour nous, qui sortions d'une école de journalisme pile poil quelques jours avant, ils avaient besoin de 2 stagiaires, que Charles Bietri avait besoin de 2 stagiaires, le patron des sports, pour rester à Paris pendant les Jeux, au cas où, horrible, Platini a un accident de voiture, il faut faire un sujet tout de suite pour le 13h ou le soir, voilà. Et ils voulaient donc 2 stagiaires qui aiment le sport et qui parlent bien anglais. Et donc j'ai été pris à ce moment-là à Canal le 1er juin, et en fait les JO, on n'a pas bossé beaucoup, pour tout vous dire, pendant 2 mois, mais j'ai bien regardé les JO, et 4 ans plus tard, j'avais la chance de commenter l'équipe, la Dream Team 2, aux JO d'Atlanta. Donc ils m'avaient gardé après le stage. J'avais eu de la chance. Je suis absolument pas responsable des mots qui suivent. Bonsoir à tous, la France débutera son Euro dans 11 jours exactement maintenant, mais ce soir c'est un avant-dernier réglage, un match amical au Cameroun, face aux Lions indomptables du Cameroun, enfin amical. Lisa, pas vraiment amical, Bichette. Je sais même pas comment l'appeler. Lisa, je l'ai jamais appelé Lisa de ma vie, c'est à mourir de rire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Grégoire Magoto à ce moment-là? J'en ai aucune idée, j'essaie d'être au prochain mot en fait. Est-ce que le prochain mot va sortir, j'imagine? Non mais je suis toujours tendu quelques secondes, heureusement. Mais là, ce soir-là, j'ai oublié, hein, mais je pense que je devais l'être particulièrement. Et content
de retrouver un micro. Et puis voilà, un peu étonné de me retrouver avec l'équipe de France parce que c'était jamais un rêve de gosse et je me retrouvais là à aller faire un Euro juste derrière. C'est marrant parce que 10 ans après, pile poil, on va vivre France-Côte d'Ivoire. Alors c'est pas le Cameroun, mais à la Beaujoire début juin. Voilà, c'est un petit retour à la Beaujoire. J'avais quitté Canal le 15 mai sur, je sais plus, oui, le championnat, le titre du PSG et le dernier match de Zlatan. J'y pense souvent, je pense presque plus qu'à ce premier truc en fait. C'est le dernier truc que j'ai fait pour l'antenne de Canal, c'est une traduction en anglais de Zlatan. En fait, il parlait, moi je traduisais en français parce que j'étais au Postcom, les derniers mots de Zlatan en France. C'est marrant. J'ai fait le bon choix et on m'a proposé surtout de faire ce choix et je suis content, très heureux de l'avoir accepté. Oui, pas de Coupe du Monde pendant 2 éditions, mais l'Euro dans 2 ans, mais tous les matchs de l'équipe de France. Donc effectivement, pendant 3 semaines cet été, ça va être un peu bizarre, d'autant que je pense... On n'est jamais sûr, il ne faut pas s'enflammer, mais que les heureux commentateurs d'M6 auront la chance sans doute de commenter un titre mondial ou au moins, au pire, une demi-finale. Donc je leur souhaite. Non, j'ai eu 3 enfants depuis. En fait, cette image-là. Donc voilà, imaginez que voilà, ma vie est moins de boulot sans doute qu'à Canal quand j'avais 25 ans, c'est normal. Mais je regrette pas une seule seconde. Et puis je vais faire du basket aussi, ce que j'avais pas fait depuis 30 ans. Et comme ça, c'est tombé du ciel. Commenter Wemby dans 1 an au championnat du monde, merci beaucoup. Et comme j'ai toujours eu beaucoup de chance, ce jour-là, la France n'avait pas perdu et avait été championne du monde juste derrière. Wembanyama sera champion du monde, je vous l'annonce maintenant dans 1 an. Voilà. Et j'espère en tout cas. On t'en parle très souvent de cette finale de la Coupe du Monde 2022. Est-ce que c'est le plus grand match que tu as commenté de ta carrière ? Et je comprends pourquoi on m'en parle très souvent. Non, c'est pas le plus grand match. En revanche, c'est la plus grande émotion parce que c'est un match qui arrive alors que j'ai 50 ans, un peu plus. Et donc, le recul pour prendre conscience et profiter de l'instant présent. Ça, j'ai profité de tout, de l'horreur pendant 70 minutes, la difficulté de commenter un match où vous êtes pas là, et puis tout d'un coup du rebond, où là, moi, je deviens complètement malade, mais comme je pense beaucoup de gens devant leur télé, ou dans une salle, ou dans une fan zone, c'est ça. Et même si c'est une défaite, moi, ça m'a plus marqué cette défaite-là que la victoire en 2018. Voilà. Je me souviendrai toute ma vie du 2e but de Mbappé, que je me lève, que j'ai l'impression physiquement, je le dis souvent, enfin, je quitte mon corps pendant 5 secondes, je redescends dans mon corps ensuite, donc je ne sais pas ce que j'ai dit pendant 5 secondes, je pense que j'ai dû dire exceptionnel. Hein. C'est marrant quand je reviens d'une Coupe du Monde pendant 1 semaine dans la rue, au supermarché ou n'importe où, il y a une dame qui me dit « Ah, c'était bien, puis alors ce match, qu'est-ce que c'était bien ?» Après ce match-là, 2022, j'ai eu beaucoup plus d'interactions avec les gens que 2018 en fait. Et puis pour les étrangers, je parlais avec un Anglais l'autre jour qui me disait que ce match pour eux est la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire. Donc c'est pas non plus que franco-français comme émotion. Je devrais pas le dire, mais avant la séance des tirs au but, j'étais déjà retombé. J'y croyais pas. J'espère que ça s'entend pas trop dans ma voix, mais j'y croyais pas parce que Emiliano Martinez était le gardien argentin ce jour-là en feu. Et que je sentais pas une victoire au tir au but. Donc j'étais déjà un peu retombé. Non, la suite, je me souviens d'une personne, Omar Da Fonseca, que j'ai croisé pendant 20 minutes ensuite dans les escaliers interminables du stade, ça descendait, on sortait, c'était 1 heure après. Et il était là, Argentine, je n'en pouvais plus, je l'aurais claqué. Voilà, donc voilà dans quel état j'étais avec mon ami Omar Da Fonseca, le lendemain à l'aéroport, il faisait tourner le machin, on n'en pouvait plus. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Car c'est la cave au canard, on va te laisser choisir le canard que tu veux. Et là, cette fois-ci, tu pourras le garder, c'est un cadeau. Alors déjà, il sera pour la dernière. Alors à 4 ans, on a envie de quoi ? On a envie de ça. Et là, j'adore avec un seul œil. Qu'est-ce que je fais de ce petit canard ? Je le garde avec moi ? Oui, vous pouvez le garder. Et donc vous allez offrir à une de vos filles. À ma fille, la dernière, qui va avoir 5 ans. Oui, c'est bien ça. Là, j'imagine, c'est beaucoup trop large. Regardez ce petit homme que je suis. Finalement, c'est un peu comme la musique du film. Y a plein de gens qui sont saoulés par les commentateurs et qui disent « Allez, enlevez-moi ça, mettez-moi que l'ambiance du stade ».
Moi aussi j'ai essayé ça dure 10 minutes. Au bout de 10 minutes j'ai besoin d'infos, j'ai besoin d'une musique, j'ai besoin d'une ambiance, d'une couleur que peuvent donner deux personnes, un consultant ou un commentateur. J'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin, si je fais autre chose dans ma vie, heureusement devant un match de foot on peut faire d'autre chose, d'être ramené au match par une intonation de voix qui me ramène au direct, parce que là c'est important et je le sais. J'ai besoin d'avoir, c'est très con, hein, mais même si votre génération a changé ça et c'est bien pour vous, les gens ont une relation avec la télévision et avec ceux qui leur parlent ou qui voient aux 20h le soir leur dire les informations. Une relation au bout d'un moment assez évidente, où on fait partie de la famille, on est dans le canapé d'à côté, où on énerve, il y a toujours quelque chose. Et voilà, c'est ça, un commentateur, celui qui énerve le moins de monde quand même. C'est un peu un plus grand dénominateur commun, et celui qui sait mettre en valeur les autres. C'est un petit chef de gare. Je suis là pas pour me montrer et faire un show quand on est journaliste, mais pour mettre en valeur le consultant, la réalisation et le jeu quand il mérite d'être mis en valeur. Personne ne m'a jamais dit fais comme ça, t'es sur TF1, t'es plus devant 1,5 million, mais devant 30 millions. Mais forcément, il y a des évolutions dans les choix peut-être éditoriaux automatiques que je peux faire pendant un match. C'est possible. Et en même temps, je réécoute les uns et les autres. Oui, je donne un peu moins de stats aujourd'hui parce que elles-mêmes me saoulent 9 fois sur 10 les stats. Donc en fait, je commande comme j'ai envie de commenter. Ça s'apprenait pas, ça s'apprend pas non plus toujours. Le commentaire, c'est vraiment quelque chose d'empirique. Ça peut commencer à 5 ans. Je connais plein de gosses qui commandent des matchs devant leur télé en baissant le son à 7 ans. Et ils font ça très bien déjà. Donc on a des gamins aujourd'hui qui arrivent dans les rédactions à 19 ou 20 ans qui savent très bien commenter déjà. Et ils apprennent aussi que c'est un métier comme tous les autres, qu'on est, je pense, meilleur au bout de 500 matchs que lors de notre deuxième match. Donc voilà, ça s'apprend pas, mais ça s'accumule le commentaire. Et c'est ce que j'aime bien parce que c'est jamais la même histoire. Et c'est peut-être le dernier rendez-vous, le grand match de foot ou de rugby ou les Jeux Olympiques, en direct, où les familles se mettent devant la télé, prennent ce temps-là et passent 1h30 ensemble, et personne ne connaît la fin de l'histoire, ni même le milieu, et c'est ça que je trouve passionnant. Il y a plein de gens qui avaient des voix et qui m'embarquaient quand j'étais gosse et qui m'ont fait aimer déjà l'envie d'être journaliste, puis voilà, le sport au sens large. Évidemment Thierry Gilardi, parce que j'ai bossé à côté de lui à Canal pendant des années. J'aimais bien Bernard Père sur France Télé qui commentait le basket quand j'étais gosse. Hervé Dutu, qui est celui qui a commenté la victoire Yannick Noah à Roland-Garros en 1983. Le foot, je ne l'ai jamais quitté pendant 30 ans. Donc il y avait une remise à niveau importante, surtout pour le hand. En fait, il y avait une mise à niveau pour le hand, même pas une remise. J'avais jamais commenté du handball, mais c'était génial. Et puis ce monde du hand est plus ouvert que le monde du foot, donc on a des contacts très vite avec plein de gens qui vous mettent dans leur culture et qui vous accueillent surtout. Donc c'était vraiment bien, mais c'est pareil, je pense que le premier match de hand, ça a été au mieux propre, et puis le dernier, c'était peut-être un peu... Je pouvais enfin me lâcher tranquillement. Le basket, c'est différent, j'en avais fait il y a 30 ans, donc là, c'est plus le même sport, plus les mêmes joueurs, donc c'est une remise à niveau, mais je suis retombé dedans grave. Mon seul pouvoir, c'est d'essayer de faire bien le matériel qu'on me donne à traiter, les sports et les directs. J'ai vécu toute ma vie comme ça. À Canal, on avait ça au début, quand je suis arrivé. Au bout de 4-5 ans, il y avait ça, il y avait tout. Tout. C'était voilà, le magasin de bonbons. Et puis ensuite, il y avait un peu moins. Et puis TF1, il y avait un peu moins. Puis il y aura à nouveau... C'est comme ça. L'accès aux sportifs a fondamentalement changé. J'arrivais la veille dans le club du match que je commentais le lendemain. Je voyais l'entraînement à huis clos. J'étais dans le bureau du coach pendant 1 heure pour discuter de la vie, de ses choix. Bref, c'était pas le même travail. Aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus. Aujourd'hui, les sportifs, mais pas tous, surtout les footballeurs, se sont refermés par rapport à la presse classique, pensent maîtriser leur communication, mais ont toujours besoin des vieux canaux dans lesquels je vis encore. Le foot va comprendre, ou est en train de comprendre, que s'être coupé des journalistes comme ça et d'avoir fermé l'accès à l'info et à la vie d'un club, c'est très mauvais pour l'image du football et auprès du grand public. Voilà. Cet accès-là, cette proximité avec le champion qui s'appelle Mbappé ou Le Paul, elle doit exister.
En tout cas, le public doit sentir qu'elle existe. Si le grand public sent qu'elle n'existe plus, il va se couper de ce sport-là, et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Liverpool. Le vieux Wembley, je suis désolé, ça fait vieux. Coupe du monde, direct. Basket, désolé pour le hand. Les deux, mon capitaine, non, pas les deux, allez, jour de foot. Non, moi j'aime bien ma Ligue 1. Ah ouais. Tout le monde est sur Téléfoot là en disant oui, ça fait plus que 700 000, 800 000, jamais 1 million. Ça faisait effectivement Téléfoot 2 millions et demi d'audience il y a encore 15 ans. Mais toute la télé a perdu 60% de son audience depuis 15 ans. Moi, on ne parle jamais d'audience, on parle de budget. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que les grandes chaînes, même comme TF1, ont des vraies questions de budget aujourd'hui, comme toute l'économie française, et donc TF1 est impacté. Donc le budget, oui, l'audience, on m'en parle peu. Tous les matins, tous les lundis matins, je l'ai. Je suis content quand il y a plus de 13% de part de marché. Je suis hyper heureux quand il y a 15%. On saute tous en l'air quand il y a 1 million, mais voilà, c'est comme ça. Mais on ne me parle pas d'audience, et à Canal, on n'en parlait pas. Voilà, ça n'existait pas encore vraiment. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils en parlent entre eux, mais donc j'ai jamais eu cette pression-là et ce curseur-là. On retrouve cette belle boîte. C'est pour me vieillir que vous m'avez... Voilà, je suis à peu près dans l'état de ces journaux, racornis, vieillis et tout jaune. Donc voilà, c'est Le Monde et Le Figaro du 9... du week-end, parce que voilà, il y en a un qui est le samedi dimanche et l'autre le dimanche lundi, du week-end de ma naissance en novembre 69. Voilà. Qu'est-ce qui se passait? C'est là qu'on se dit que l'histoire est un éternel recommencement. Après le discours du président Nasser, le conseiller arabe de la défense se prononce sur la convocation d'une réunion des chefs d'État. Et en sport, on ne sait pas, mais il n'y avait pas grand-chose ce week-end-là dans mon souvenir. Merci à vous. Sympa. Ouais, trop bien. Au revoir.